mondiale. Le risque d'une récession se précise. Comment en est-on arrivé là? Peut-on Récession, récession, récession. En ces temps de désarroi économique et diplomatique, on ne parle que de ça. Son spectre hante l'économie européenne, sa menace est brandie par des prédicateurs de malheur depuis que l'inflation a commencé à pointer son nez. Elle était attendue l'hiver dernier, puis ce printemps, puis cet été, mais en vrai, elle est déjà là. Ce n'est pas une énième prévision et ce n'est pas non plus la mienne, c'est Eurostat, l'organe statistique de l'Union européenne qui vient de le publier dans son dernier rapport daté du 8 juin. Ce rapport vient directement contredire le précédent, publié il y a quelques semaines, qui était un peu plus optimiste. Et cette fois, les résultats sont définitifs. L'Europe en est à 2 trimestres consécutifs de recul de son activité. Voilà qui devrait normalement mettre fin au débat qui anime économistes, banquiers, gouvernements, patrons et investisseurs qui se disputent depuis des mois pour savoir si la récession va vraiment frapper l'Europe et quand ça arrivera. Eh bien même pas. Pour bon nombre de sceptiques et d'optimistes de la croissance, ça ne suffit pas à déclarer une récession et pour les autres, un tel aveuglement est inexplicable. Alors aujourd'hui, je vais essayer de trancher le débat. Dans cette vidéo, nous allons suivre une méthode assez scolaire, mais qui a fait ses preuves. Quand nous aurons rapidement fait le tour de tout ce qui caractérise une récession économique, nous irons tout simplement vérifier si l'Europe remplit les critères ou pas, et revoir quelques fondamentaux au passage ne nous fera pas de mal. Où en est l'économie européenne en 2023? À quoi est-ce qu'elle ressemble après une pandémie, une guerre et une crise énergétique? Et avons-nous franchi la frontière tant redoutée de la récession économique? Voilà le programme. Et pour aller encore plus loin en termes d'analyse, pensez à vous abonner à notre newsletter. Chaque semaine, vous recevrez un récapitulatif de toutes les actus importantes, des analyses d'actions et de crypto, des présentations d'outils pour optimiser votre épargne et bien plus encore. Alors rendez-vous en description, on vous met le lien. Bienvenue sur Money Radar. Avant de décréter que notre bonne vieille Europe est entrée en récession, on va revoir rapidement ce que c'est. La récession, c'est le contraire de la croissance. En France, elle est strictement définie par l'INSEE, que je cite, « C'est une période de recul temporaire de l'activité économique d'un pays. On parle de récession si on observe un recul du PIB pendant plus de 2 trimestres consécutifs. » Attention, on prendra soin de ne pas confondre récession et décroissance. La décroissance est un concept beaucoup plus large qui remet en question notre modèle économique basé sur la croissance infinie, qui appelle à plus de durabilité et d'équilibre et qui causera sûrement une récession si elle arrive un jour, alors que l'inverse n'est pas vrai. Ceci étant dit, dans son premier rapport d'avril dernier, Eurostat indiquait une croissance dans la zone euro de 0,1% au premier trimestre 2023 et plus 0,3% pour l'Europe et se réjouissait aussi d'une progression du PIB européen de 1,3% comparé aux résultats du premier trimestre de 2022. Quel soulagement! Après une fin d'année décevante et une croissance négative de 0,1%, l'activité européenne semble s'être enfin stabilisée. Sauf qu'il ne s'agissait que de résultats provisoires et que le correctif est tombé il y a quelques jours. En réalité, le PIB de l'Union européenne est bien en hausse de 0,1%, mais pas dans la zone euro où il recule de 0,1%. Nous sommes donc en présence de 2 trimestres consécutifs de contraction du PIB, ce qui fait officiellement entrer la zone euro dans la récession, comme on pouvait s'y attendre. Pourtant, plusieurs observateurs s'amusent des discours pessimistes et des lanceurs d'alerte. Dans un contexte comme le nôtre, déclarer tout un continent en récession parce que le PIB ne progresse plus, c'est exagéré. Ils n'ont pas tort. Pour un économiste sérieux, une récession ne se manifeste pas seulement dans la courbe d'évolution du PIB. C'est évidemment un signe fort, mais voici les 4 critères sur lesquels on se base pour définir l'état d'une situation économique. Critère numéro 1, la croissance du PIB, on l'a dit, la valeur totale des biens et services produits dans un pays doit connaître une baisse soutenue pendant au moins 2 trimestres consécutifs, parfois plus selon les pays. Critère numéro 2, la baisse de la production industrielle, qui reflète en général une baisse de la demande du côté des consommateurs et une baisse des investissements du côté des entreprises. Vient ensuite notre critère numéro 3, la réduction des revenus des ménages et la baisse de consommation qui s'ensuit. Et enfin, le 4e critère, c'est la santé du marché de l'emploi. Dans un pays en récession, les taux de chômage sont élevés et les opportunités d'emploi sont réduites. Alors, maintenant qu'on a tout ça en main, regardons un peu ce que ça donne. Critère numéro 1, le PIB. Bonne nouvelle, en termes d'activité, l'Union européenne se classe toujours 3e puissance économique mondiale en 2022, derrière la Chine et les États-Unis. 15 815 milliards d'euros en 2022 contre 14 017 milliards en 2019, avant la crise sanitaire, c'est ce qu'on produit en une année.
À première vue comme ça, on pourrait se dire qu'il n'y a pas de quoi se plaindre puisque l'économie a continué de croître de 12,8% pendant cette période, en dépit du stop and go lié au confinement et des autres chocs négatifs qui ont suivi, mais le rebond ne s'est pas manifesté de la même façon partout. En 2022, la croissance est restée positive dans l'Union, mais elle a fortement ralenti entre juillet et septembre, pour commencer à reculer en décembre et au premier trimestre 2023 dans la zone euro. Malgré le recul en ce début d'année, les prévisions de croissance de la BCE restent à plus 0,8% dans la zone euro et plus 0,9% dans l'Union. Parmi les pays les plus dynamiques l'an dernier, on a compté la Grèce, la Pologne, le Luxembourg, la Croatie et le Portugal. Mais malheureusement, ce sont quasiment les seuls à enregistrer une croissance convenable en ce début d'année. Sur les 28 membres de l'Union, 4 seulement ont une croissance supérieure à 1%, 10 ont un PIB qui flirte avec 0 et 7 reculent, en particulier l'Irlande qui affiche un triste moins 4,5% ou la Lituanie moins 2%. La France, 0% au quatrième trimestre de l'année dernière et plus 0,2% depuis janvier, nous sommes au milieu du classement et il n'y a pas de quoi être fier. En PIB par habitant, nous venons de tomber sous la barre de la moyenne européenne. En 2022, un Français a produit 38 550 € de richesse au coude à coude avec l'Italie, contre 49 360 € pour un Autrichien et presque 47 000 € pour un Belge, 98 240 € pour un Irlandais ou 119 230 € pour un Luxembourgeois, deux pays à la fiscalité beaucoup plus souple qu'ailleurs, apparemment ça rapporte. Les pays les moins bien lotis sont la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne, la Croatie et la Hongrie, où chaque habitant ne produit pas plus de 17 000 € chaque année. C'est peu comparé aux autres membres de l'Union, mais en relativisant, ça reste 60 fois plus qu'en Somalie ou au Burundi. Bien sûr, ce n'est pas un scoop. De tels écarts de revenus entre ses membres ne sont pas sans poser de problème au sein de l'Europe, qui souffre de deux fractures, l'une entre les pays du Nord et du Sud et l'autre entre celles de l'Est et de l'Ouest. Au nord, les pays favorables à l'euro, soudés autour de l'Allemagne, plus riches, plus tolérants pour la compétition, qui savent comment gérer l'endettement et plus industrialisés, un terrain qui a favorisé l'ancrage de politiques ultralibérales basées sur la consommation. Au sud, les nations qui incarnent les mauvaises performances économiques et les mauvais choix politiques, comme l'Italie, la Grèce, l'Espagne et Chypre. Quant à la France, elle est à cheval sur la frontière. Nous n'en sommes pas encore au même stade que la Grèce, mais nous prenons chaque année plus de retard sur les pays du Nord. Ensuite, l'autre fracture. À l'ouest, les pays les plus avancés socialement et technologiquement, et à l'est, des économies jeunes pour la plupart, fragiles et difficiles à convaincre de se plier à l'autorité de Bruxelles. Avec leurs revendications souverainistes, ces petits pays, souvent héritiers du régime soviétique, pâtissent d'une image de réfractaire au progrès et au partage, et soulèvent des problématiques qui ne sont toujours pas réglées. Pas très unis comme union, je dis ça comme ça. Plus inquiétant, la situation de l'Allemagne, longtemps moteur de l'économie de l'Union, premier client et premier fournisseur de tous les pays d'Europe, et qui doit intégralement revoir son modèle économique basé sur une industrie trop dépendante du gaz russe bon marché. Si on considère la définition de l'INSEE, le pays est en récession avec une croissance négative de 0,5% au dernier trimestre 2022 et moins 0,3% en 2023. Mais même débat que pour l'Union, pour le moment il s'agit d'une récession technique et il convient d'aller aussi examiner les autres indicateurs. Critère numéro 2, la baisse de la production industrielle. L'industrie européenne a été frappée de plein fouet par la pandémie, puis par la guerre en Ukraine, puis par la crise énergétique et l'inflation qui a rogné ses marges. Elle a rarement été aussi affaiblie. Entre décembre 2021 et décembre 2022, le prix moyen de l'énergie a bondi de plus 48,6%. Et en moyenne, les prix dans l'industrie ont augmenté de 24,6% dans la zone euro et un peu plus, 25,2% dans l'Union, dont plus 15,6% pour les prix de la production de biens de consommation, plus 13,8% pour les biens intermédiaires ou 7,7% pour les biens durables. Nos industries se concentrent essentiellement dans le nord de l'Europe, Allemagne, Autriche, Irlande, Finlande et dans l'Est, en Roumanie et en Tchéquie, où la production manufacturière représente toujours 20 à 30% du PIB, une industrie qui se relève à peine des conséquences de la pandémie et qui les a payées cher. Dans les autres pays d'Europe, ça n'est pas forcément mieux, le tissu industriel est devenu dangereusement insuffisant. De 18% en 2000, l'industrie ne représente plus que 15% de l'activité économique européenne, largement dominée par les services. Si la pharmacie et les machines-outils restent des domaines où les affaires continuent de tourner, la papeterie, les métaux et la chimie reculent respectivement de 6, 7 et 14%. La construction recule aussi, en moyenne de 2,4% dans la zone euro, avec encore de grosses disparités entre pays membres. Moins 10,3% par exemple pour la Slovaquie, contre plus 28%, le meilleur score, en Slovénie.
Enfin, nous vivons dans l'un des berceaux historiques de l'automobile, où les plus grosses sociétés s'appellent Volkswagen, Daimler, Stellantis, Exor et BMW, et les choses se présentent plutôt mal. Pour le premier trimestre 2023, après les hésitations réglementaires au sujet des moteurs diesel, le choc des pénuries de composants, l'explosion du prix de l'énergie, on se réjouit de voir le marché automobile reprendre forme, mais ne crions pas victoire trop vite. Les immatriculations de voitures neuves ont progressé de 17,5% en ce début d'année comparé au deuxième trimestre de 2022, mais avec 3 500 000 véhicules seulement écoulés en 2022, nous sommes loin de 2018 et de ces presque 4 millions de véhicules neufs adoptés par des acheteurs ravis avant que le prix du carburant n'explose. La moitié des exportations européennes sont des véhicules à moteur. Et l'Union aurait aimé se glisser à la place de numéro 1 mondial de la voiture électrique. Mais non seulement elle n'est pas la seule sur le coup, elle n'a pas les mains libres. Les États-Unis et leur Inflation Reduction Act, qui prévoit d'infliger des pénalités douanières aux technologies embarquées étrangères et qui subventionne les fabricants de batteries américains, menacent directement nos constructeurs ou leurs équipementiers. La concurrence chinoise se montre aussi particulièrement agressive. Côté énergie verte, la Chine a déjà damé le pion à l'Europe en devenant fabricant numéro 1 mondial de panneaux solaires et elle a maintenant pris une avance solide sur le développement et la fabrication des batteries. Notre vieux continent va avoir besoin d'idées neuves s'il ne veut pas voir la part de son industrie reculer à 10% en 2030. Sans industrie, nous n'aurons pas d'autre choix que d'importer ce dont nous aurons le plus besoin, au risque de faire plonger le déficit de notre balance commerciale qui atteint actuellement 12,1 milliards d'euros. En dehors de l'Union, nous exportons essentiellement vers les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni des véhicules et des machines, des produits chimiques et des matières premières. Et en 2022, nous avons acheté plus que vendu, particulièrement de l'énergie, des produits alimentaires de base et des produits manufacturés hors de l'Union, dont les spécialités médicales. Alors, PIB en stagnation, voire en recul, production industrielle en berne et qui survit sous des menaces multiples, est-ce suffisant pour reconnaître que l'Union européenne est en récession ? Pas encore. Avant, nous devons examiner le critère numéro 3, les dépenses et les revenus des consommateurs. Dans toute récession qui se respecte, les revenus des ménages doivent baisser et la consommation doit suivre le mouvement ou l'inverse. Une baisse de consommation contribue pour une grosse partie à la baisse de la production, qui entraîne à son tour une diminution des revenus et ainsi de suite. L'économie, ce n'est pas très difficile à comprendre, tout est lié. Dans notre cas, la baisse de la consommation serait d'abord liée à l'inflation de plus de 10% l'année dernière et 6,1% en mai, en baisse comparée au mois d'avril, qui oblige les ménages et les entreprises à faire des choix. Nous avons tous ou presque été augmentés l'an dernier, en moyenne de 4,5%, mais ramenés à 8,4% d'inflation, chaque habitant de l'Union européenne a perdu presque 4% de pouvoir d'achat, sans tenir compte de l'augmentation des charges de crédit. Alors, pour répondre à la question du jour, oui, la consommation recule, et il était temps, nous dira Christine Lagarde, car c'est l'un des objectifs principaux de la politique monétaire restrictive actuelle. Du côté des ménages, en ce début d'année, ça recule de 0,3% dans la zone euro et dans l'Union, après moins 1 et moins 0,9% respectivement au dernier trimestre de 2022, et la consommation des administrations publiques baisse aussi de 1,6%. Pour se faire une idée, la norme en termes de consommation dans un pays bien géré, c'est une progression annuelle de 2 à 3%, avec une inflation maintenue en dessous de 2%. Enfin, pareil pour les importations, elles baissent. Et heureusement pour notre balance commerciale, moins 1,3% après une baisse de 2,5% au trimestre précédent dans la zone euro et moins 2,3% dans l'Union. Selon Eurostat, tout confondu, le recul de la consommation coûte à la croissance européenne entre 0,1 et 0,2% ce trimestre. PIB qui recule, production dans les choux, consommation et revenus qui baissent, ça ressemble quand même furieusement à une récession. Il ne manquerait plus que le marché du travail soit en crise. Alors justement, j'y viens. Voici notre dernier critère, le numéro 4, la chute de l'emploi. Et justement, la chute, on l'attend toujours. Noël dernier a été marqué par la peur de manquer de courant pour faire cuire la dinde, mais surtout par un taux de chômage historiquement bas, 20 ans qu'on n'avait pas vu ça. En France, il faut remonter jusqu'aux années 80 pour trouver les mêmes petits 7,1% que l'INSEE nous affiche aujourd'hui. Et en ce début d'année, c'est de la folie, l'emploi progresse encore, plus 1,6% sur les 12 derniers mois. Et comparé aux chiffres de 2019, Eurostat compte plus de 6 millions de travailleurs européens de plus qu'avant la crise. La moitié des membres de l'Union affichent un marché du travail en grande forme, avec une mention spéciale à l'Estonie et à Malte, dont le taux de croissance de l'emploi flirte ou dépasse les 3% au premier trimestre de 2023. Et il n'y a qu'en Slovaquie, en Grèce, en Roumanie et en Lituanie que le travail se fait plus rare. Mais ça ne nous arrange pas, du coup.
Comment un pays, ou en ce qui nous concerne, un groupe de pays, peut-il être déclaré en récession alors que le plein emploi n'a jamais été aussi proche ? Alors reprenons. L'Union européenne est toujours la 3e puissance économique mondiale, mais la croissance a commencé à ralentir dès l'hiver dernier et stagne dangereusement depuis. Pour le moment, le recul n'est pas très important et l'économie devrait s'en remettre. Elle a déjà prouvé sa résilience après les divers chocs qu'elle vient d'encaisser. Voilà pourquoi il ne suffit pas à déclarer une récession. Mais la production industrielle, particulièrement dans la construction, l'automobile ou la chimie, décline. La consommation, les revenus des ménages, les investissements des entreprises suivent un mouvement similaire. Même le marché de l'immobilier se retourne. Toutes les conditions paraissent réunies. En ce qui concerne la santé insolente de l'emploi, il y a 2 courants d'explication. D'abord, les analystes les plus optimistes qui saluent une telle performance expliquent le phénomène par le soutien du secteur tertiaire, moins impacté par l'actualité que l'industrie, et par la hausse des investissements étrangers extra-européens qui créent de l'emploi malgré la crise. On estime aussi que de nombreux employeurs européens ont bénéficié des mesures de soutien et évité une crise, ont renoué avec la bonne santé financière et cherchent à embaucher. Et puis, il y a la BCE et ses prévisions officielles pour 2023 sont plutôt rassurantes. Pendant que la crise énergétique s'éloigne et que l'inflation baisse, les marchés reprennent doucement confiance, même s'il n'est pas encore question d'abaisser les taux directeurs, ni même d'arrêter de les faire monter. La croissance devrait se maintenir en légère hausse tout au long de l'année. On estime enfin que la consommation va se redresser avec la baisse de l'indice des prix. L'une devrait terminer l'année en hausse de 0,7%, tandis que l'autre devrait être ramenée à moins de 4%. 2024, année des Jeux Olympiques de Paris, serait aussi l'année de l'apaisement économique, avec une croissance attendue de 1,9%, une inflation ramenée sous 2,5% et un taux de chômage toujours en baisse à 6,8%. Nous avons là tous les éléments qui constituent le fameux scénario de l'atterrissage en douceur, qui intègre une économie européenne en légère récession et qui explique pourquoi les bourses gardent la cote. C'est ce que semble aussi indiquer le dernier baromètre Opinionway des dirigeants, qui sont majoritairement inquiets de l'avenir de l'économie, mais qui ne sont que 3% à envisager de réduire leurs effectifs dans les 12 prochains mois, contre 21% qui prévoient au contraire de les renforcer. Pour la BCE, ce serait une victoire. Mais rien n'est joué, bien au contraire, car l'autre explication avancée par le camp des pessimistes, c'est que nous n'en sommes qu'au début et que le pire est à venir. Si on considère l'ensemble des indicateurs que j'ai évoqués, tous au rouge, et qu'on y ajoute l'inversion de la courbe des taux directeurs, c'est-à-dire des taux courts plus chers que des taux à long terme, mais aussi la chute des prix de l'immobilier, plus les difficultés du secteur bancaire américain, la charge de la dette, la récession allemande et la guerre qui s'enlise, ce ne serait qu'une question de mois avant que les faillites et les licenciements ne deviennent tristement à la mode et que le marché du travail ne réagisse. Alors, rendez-vous dans quelques jours pour la prochaine réunion de la BCE, on devrait vite avoir un peu plus de visibilité. Alors, et vous ? Plutôt confiant ou plutôt angoissé ? Dans les 2 cas, dites-nous pourquoi dans les commentaires. Et comme ce n'est pas toujours évident de savoir quoi faire de son argent et comment le protéger dans de pareilles conditions, venez échanger avec les autres membres de la communauté sur Twitter, Instagram ou TikTok. On commence à être nombreux, il ne manque plus que vous et en plus, c'est gratuit. Si notre vidéo vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime avant de partir et de vous abonner pour nous montrer que ce qu'on fait vous plaît et restez connectés à l'actualité. Merci 1000 fois pour votre fidélité, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très vite sur Money Radar.